En manchette ce soir, nouvelles ressources d'hébergement pour les pères en détresse à Rouyn-Noranda. Une deuxième maison oxygène ouvre dans la région. C'est un grand sentiment de fierté. Je pense que c'est d'être capable, mon souhait, c'est d'être capable d'offrir de l'aide à plus d'hommes possible. Québec vient en aide pour former les travailleurs du secteur minier. J'ai le plaisir d'annoncer un investissement de près de 1 million de dollars qui va servir à former les travailleurs en mécanique d'engins lourds. Et accident mortel de vélo à Sainte-Terre, la coroner soumet son rapport. Bon début de soirée, Kémilie à la Liberté qui vous accompagne pour le TVA 18h. Pour commencer, les pères de famille en situation de détresse vont avoir une nouvelle ressource d'hébergement à Rouyn-Noranda. Après celle de Ville-Marie, une deuxième maison oxygène a été inaugurée aujourd'hui dans la région. Notre collègue Olivier Morin était sur place. Chérie, j'ai encore! Chérie! La nouvelle maison oxygène à Rouyn-Noranda du groupe Image peut accueillir jusqu'à 3 pères de famille en détresse et 6 enfants. On y retrouve au total 3 chambres individuelles ainsi que des salles communes. Les usagers ont accès à des intervenants psychosociaux de façon quotidienne tout au long de leur hébergement qui s'étire jusqu'à 3 ans. C'est un grand sentiment de fierté. Je pense que c'est d'être capable, mon souhait, c'est d'être capable d'offrir de l'aide à plus d'hommes possible. J'ai été embauché en 2010 pour ça. Donc, le fait de concrétiser un projet de ce genre-là à Rouyn-Noranda, c'est comme un gros sentiment de fierté. Puis ça me dit qu'on va être capable d'aider encore davantage d'hommes, on va être capable d'héberger davantage de pères et d'enfants. Le conseiller municipal du district de Rouyn-Sud, Guillaume Beaulieu, salue l'ouverture de ce deuxième type d'installation dans la région. Ça répond à un besoin qui était important, qui était mentionné. Ce genre d'intervention-là a fait ses preuves, puis de voir que ça s'implante ici, c'est une très bonne nouvelle. Donc, ça, c'est vraiment super. Ça s'implante ici dans le quartier que je représente, en fait, qui a déjà une mixité socio-économique, là, quand même, qui est remarquée, près du centre-ville, mais en même temps, avec l'autobus de ville qui passe et tout ça, il y a vraiment, en termes d'emplacement, je trouve quelque chose d'intéressant là. Et donc, c'est une bonne nouvelle pour le support, en fait, aux gens qui pourraient avoir besoin, effectivement, et c'est déjà le cas, là, de ce genre de service-là. C'est une très bonne nouvelle. Avec une augmentation des demandes de soutien, l'organisme cherche à développer de nouveaux services. Ce que je souhaite faire aussi, c'est d'être capable de développer d'autres ressources d'hébergement à travers la région. C'est-tu du partenariat? C'est-tu nous qui le faisons? On ne sait pas encore, mais je sais qu'il y a déjà des pourparlers avec certains organismes communautaires de la région pour développer d'autres projets de ce genre-là, donc des maisons d'hébergement pères avec enfants un peu partout en région. La maison oxygène de Rouyn-Noranda entamera un projet d'agrandissement dans le but d'augmenter sa capacité d'accueil. Les travaux sont prévus au début de l'été 2025. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Trouvez-vous qu'il y a suffisamment de ressources d'hébergement pour les personnes vulnérables de la région? » Vous avez répondu non à 70 %. Et il y a un manque à gagner dans la formation des travailleurs du secteur minier. Et pour y faire face, le gouvernement du Québec a annoncé aujourd'hui un investissement. C'est le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, qui en a fait l'annonce au nom du ministre de l'Emploi. Alexis Dumont vous donne les détails. 966 496 $, c'est ce qui a été annoncé cet après-midi par Québec pour former des travailleurs en mécanique d'engins lourds. Ces gens-là vont pouvoir autant étudier que de mettre ensuite en disponibilité leurs services parce que ça va être à travers des entreprises qu'ils vont se former. Cet investissement permettra d'aider à combler des postes vacants dans le milieu. Ça permet justement de former des gens, faire en sorte que ces gens-là sont directement en entreprise, en activité réelle. Donc, ça permet justement de combiner un salaire, une formation et naturellement d'être sur place. D'ailleurs, plusieurs types de personnes pourront bénéficier des formations pour venir prêter main forte aux entreprises. On va à ce moment-là aller chercher une clientèle un petit peu plus jeune qui sortent du secondaire et tout ça. C'est difficile d'aller recruter du monde. Là, on va chercher une nouvelle clientèle avec les programmes COUD qui versent un salaire aux étudiants, travailleurs qui sont embauchés d'avance dans les entreprises. Ils font la majorité de leur formation en entreprise.
Une aide nécessaire selon plusieurs? L'industrie minière a un grand besoin de main-d'œuvre en ce qui concerne les mécaniciens d'équipements lourds. Ça va permettre de former des gens qui sont déjà à l'emploi pour un des volets. Ça va permettre de former des gens qui pourraient peut-être viser une réorientation de carrière pour un autre des volets. Ça permet justement d'éviter d'avoir une rupture de service au niveau de la main-d'œuvre, comme des fois on peut l'avoir. Donc, je pense que c'est quelque chose de très positif pour l'ensemble de la région. Absente lors de l'annonce d'aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, Catherine Champagne-Jourdain, mentionne dans un communiqué que pour soutenir notre économie et les entreprises, il faut offrir des formations qui permettent aux travailleurs de s'adapter à l'évolution des pratiques et aux entreprises d'assurer leur croissance. Le ministre du Travail, Jean Boulet, lui, mentionne que l'annonce d'aujourd'hui constitue une excellente nouvelle pour la région, alors que l'industrie des mines y est en pleine effervescence. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. Il a coûté la vie à un cycliste de Sainte-Terre en juillet dernier. Et Félix, le rapport de la coroner, dans ce rapport-là, on apprend que c'est un décès accidentel. Oui, donc on rappelle premièrement que l'accident, c'est un homme de 69 ans qui s'est fait frapper par un véhicule par derrière alors qu'il circulait à vélo sur la route 113 Sud dans le secteur de Sainte-Terre. Donc, aucune substance n'a été trouvée dans les tests toxicologiques et aucun antécédent médicaux du côté du cycliste n'ont été attribuables à l'accident. Donc, comme vous l'avez dit, Kémilia, il s'agit bel et bien d'un décès accidentel. Et maintenant, quelles sont les recommandations de la coroner? La coroner suggère 3 suggestions à la SAAQ. D'abord, des nouvelles activités de sensibilisation pour un meilleur partage de la route entre les automobilistes et les cyclistes et des activités de sensibilisation aussi, mais cette fois-ci pour les automobilistes, pour les avertir des risques de la faible concentration mentale lorsque quelqu'un se retrouve derrière le volant. Et finalement, des initiatives pour éduquer les cyclistes sur les équipements de protection appropriés à porter lors de sorties à vélo. Et en terminant, Kémilia, la mairesse de Sainte-Terre, Nathalie-Anne Pelchat, réitère l'importance de sécuriser la route pour les cyclistes, notamment en élargissant les routes. Ouais. Merci, Félix. Je vous en prie. Et ensuite, du côté de Rouyn-Noranda, le drapeau de l'Ukraine est hissé devant l'hôtel de ville, puisque lors de son conseil de ville hier soir, la ville a réaffirmé son engagement envers la démocratie et la solidarité envers le peuple ukrainien et son président Volodymyr Zelensky. Et durant ce même conseil, il y a aussi été question de travaux forestiers dans le secteur du lac Opasatika. Les élus demandent au ministre des Ressources naturelles de suspendre ces travaux jusqu'à ce qu'une décision soit prise par le ministère de l'Environnement pour la désignation des aires protégées dans le cadre du processus en cours. Les conditions des sentiers motoneige dans la région, une présentation de Tourisme Abitibi-Témiscamingue. Les températures au-dessus du point de congélation qui arrivent pourraient jouer les troubles fêtes pour les motoneigistes, Justine. Oui, Kémilia, même si en ce moment, la majorité des sentiers sont praticables, il reste à quelques endroits comme à Malartic où les conditions sont moyennement acceptables puisqu'il y a une présence de trous dans les sentiers. Ça ne devrait pas s'améliorer pour la semaine à venir parce que le soleil sera chaud, il va y avoir de la pluie aussi. Alors, beaucoup de neige risque de fondre dans les sentiers, ce qui fait que les conditions ne sont pas idéales pour une belle sortie en motoneige, mais n'oubliez pas de consulter la carte interactive pour prévoir vos déplacements comme il faut être certain d'avoir une super belle sortie. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurance de personnes et assurance collective. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. La 78e édition du Festival de l'érable a lieu ce dimanche à Granada. Vous ne voulez pas manquer ça et après la pause dans la chronique culturelle, je rencontre les organisateurs. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Coiffure Marie-Soleil est un nouveau salon de coiffure ayant pignon sur rue à Témiscamingue. Marie-Soleil Durand offre une gamme complète de services et des disponibilités de jour et en soirée. Elle se démarque dans les mèches, la pose d'extension cousue et kératine, ainsi que pour son soin botox capillaire.
Elle se déplace en résidence pour les aînés et sur tout le territoire pour les mariages, bals et autres événements. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Et en immobilier commercial, le marché est relativement stable dans la région, d'après les données de Remax. Et malgré les incertitudes qui persistent avec la situation politique aux États-Unis, la pression face aux assouplissements des taux continue de stimuler le marché. Entrevue d'Anthony Dallaire. Est-ce qu'on doit un peu se réjouir de cette situation-là, disons-le? En fait, la question est intéressante parce que quand on baisse les taux d'intérêt, c'est intéressant pour le marché immobilier, mais ça veut aussi dire qu'il y a certaines craintes ou certains ralentissements au niveau de l'économie. Donc, l'immobilier est un peu à contresens de ce qui se passe dans l'économie à court terme, mais évidemment, si l'économie ne va pas bien, que la production baisse, que l'emploi est moins favorable, à long terme, ça pourrait avoir des répercussions sur la demande. Maintenant, les types d'actifs évoluent pas tous de la même manière. Au niveau de l'industriel, il va falloir voir quels sont les impacts des mesures tarifaires que nos voisins tentent d'imposer, s'ils les imposeront. Et là, peut-être qu'on va avoir moins de production, peut-être que dans certains créneaux, il va y avoir un peu moins de demande. Le commercial, là, c'est la vente au détail, la consommation, etc. Donc, chacun des types d'actifs évolue différemment. De ce côté-là, est-ce qu'il pourrait avoir des impacts vraiment négatifs pour le marché ici ou on pourrait être en mesure d'articuler quelque chose de relativement favorable? Comment que vous voyez ça à l'avenir? Bien, la réponse va un peu dans tous les sens. La première chose en immobilier, c'est le taux d'intérêt. Donc, on va voir, puis là, le taux d'intérêt court terme baisse. Le taux d'intérêt long terme, lui, il joue au yo-yo présentement. On ne sait pas où on va atterrir. Donc, ça crée de l'incertitude. On ne sait pas vers où on s'en va. Et donc, c'est plus difficile d'analyser les transactions. Maintenant, il y a des types d'actifs qui vont bien réagir, indépendamment du taux d'intérêt, mais au niveau de la demande. Par exemple, probablement que les gens vont voyager plus au Québec, donc on va peut-être être intra-régional, et ça risque de ressembler un peu à ce qu'on connaissait en pandémie. Il va y avoir beaucoup de personnes en Gaspésie, beaucoup de personnes qui vont se promener au Québec, donc ça va être favorable pour l'hôtellerie, peut-être la restauration. Il y a différents actifs qui vont bénéficier d'une situation comme celle qui semble se présenter. À contrario, les actifs industriels, je pense par exemple à la Côte-Nord, peut-être à l'Abitibi. Qu'est-ce qu'on produit sur la Côte-Nord? De l'aluminium, du fer, puis du bois. Donc, est-ce que par un genre d'effet domino, il va y avoir moins d'intérêt? L'électricien, le plombier, va-t-il faire un agrandissement? Peut-être que c'est plus difficile pour lui de se positionner présentement. Est-ce qu'il va y avoir un effet sur les valeurs si on a moins de demandes, si on n'agrandit pas, si on n'a pas plus d'employés, pourquoi on changerait? Donc, il va y avoir des effets qui vont être différents dépendamment des types d'actifs et dépendamment des régions du Québec. Le Festival de l'érable a lieu à Granada ce dimanche. Oh oui, Kémélia, on fait appel aux bébites à sucre qui veulent se sucrer le bec en fin de semaine. Vous ne voulez pas manquer le Festival de l'érable à Granada. Il va y avoir bien sûr de la tire d'érable, mais aussi du bingo et des exposants seront sur place. Et il y aura aussi le fameux brunch du Festival de l'érable. C'est 15 $ pour les adultes, 10 $ pour les enfants de 6 ans à 12 ans. Et c'est gratuit pour les 5 ans et moins. 15 $ pour un bon brunch avec des petites saucisses, des tout ce qu'il faut et bien sûr, bien du sirop d'érable. C'est presque donné et en plus, c'est les 78 ans du Festival de l'érable de Granada. Oui, à 78 ans, c'est la première, je pense, au Québec en frais d'activités comme ça. Puis c'est grâce à nos bénévoles qu'on a pour être capable de tenir aussi longtemps. Bien, c'est en même temps une fête de famille. C'est beaucoup ça. C'est le printemps. C'est toujours à ce temps-ci de l'année. Fait que c'est le printemps. On profite de l'érable pour faire des rassemblements de famille.
Les fonds amassés au Festival de l'érable serviront à entretenir l'église de Granada. Si jamais vous ne pouvez pas aller faire un tour au festival en fin de semaine, vous pouvez quand même encourager le Club de l'Amitié en allant faire un tour à la friperie qui est au sous-sol de l'église. Tous les jeudis, elle est ouverte de 13h à 18h. Il y a beaucoup de choses et vous pourriez faire de super belles trouvailles. Et entretenir l'église, c'est super important pour le comité organisateur du Festival de l'érable. C'est de maintenir notre église en vie. C'est surtout ça. C'est parce que c'est un de nos principaux moyens d'apporter de l'argent à l'église, tu sais. Fait que c'est beaucoup pour nous autres. Puis en même temps, comme Aline dit, là, c'est de se réunir toute la gang ensemble. C'est une des levées de fonds que la paroisse a besoin aussi, là, tu sais. Ouais. Pour se maintenir. Ouais. Pour moi, c'est de rencontrer le monde. Le public, là, c'est une communauté qu'on a dedans. Puis c'est agréable. Tout le monde arrive avec un sourire. Les petits bouts comme les grandes personnes, tu sais. Et si vous avez le goût ce soir d'encourager les futurs artistes de la région, c'est la finale locale de l'école d'Iberville. Les élèves vont démontrer leur talent en chant, en théâtre, en danse, en animation et plus encore. Le spectacle se déroule ce soir à 19h au Théâtre du Cuivre et les billets sont d'environ 10 $. Alors ce soir, n'hésitez pas à aller encourager les jeunes talentueux de l'école d'Iberville qui osent monter sur scène. Oui, clairement. Merci Justine, on se revoit dans quelques minutes à la météo. Les Huskies de Rouyn-Noranda ont rendez-vous avec l'histoire. Mon nom est Alexandre Cabana et après la pause, on revient sur le dernier duel de la 117 de la saison. Les sports vous sont présentés par Thibaut Géant, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. C'était le dernier duel de la 117 de la saison régulière hier soir du côté de Rouyn-Noranda. Les Huskies avaient l'occasion de passer à l'histoire et les Foreurs, eux, tentaient d'éviter le coup de balai. Plus de 2300 spectateurs étaient présents à l'Arena Glencore, tous dans l'espoir de voir la Meurthe remporter pour la première fois tous les matchs de la guerre de la 117 de la saison. C'est déjà 7 victoires consécutives contre leurs rivaux régionaux cette saison et 14 si on y ajoute les victoires de la saison dernière. Toutefois, ce sont les Foreurs qui prennent le contrôle du match en premier. Le géant russe Émile Bondar profite des largesses du gardien Meloche et après quoi un autre défenseur, Bishop cette fois, profite d'une confusion devant le gardien pour pousser le disque dans le fond de la cage. Et l'attaquant de puissance, Noah Reinhardt, y va de toute une montée pour offrir un troisième but à son équipe. Les visages sont longs au banc des Huskies, les Foreurs sont en plein contrôle, 3-1 après plus de 2 périodes. Mais attention, le vent tourne et pas à peu près en fin d'engagement. Ogonovski ouvre la machine et les Huskies jouent de chance sur un drôle de jeu alors que le défenseur Bondar entre en contact avec l'arbitre. La séquence se termine, et oui, avec un but d'Antonin Véro. L'entraîneur-chef des Foreurs en a long à dire à l'arbitre, mais en vain, les Huskies poursuivent leur irrésistible poussée. Steiner s'avance, c'est le but! Lars Steiner qui s'avance son avantage numérique. C'est 4-3 Rouyn-Noranda. Quel revirement de situation ici à l'Arena Glencore. Oh, tout à fait, Jean-Marc. 5 buts sans réplique, réalisant ainsi l'exploit d'un balayage en règle. Thomas Verdon, un vétéran chez les Huskies, va sceller le débat dans une cage déserte. C'est sûr, chaque match contre les Foreurs sont importants, puis on arrive toujours prêt, fait que c'est le fun d'être récompensé de même. On peut être humble, comme qu'on dit, puis on est content avec les résultats, puis on a juste le goût de refaire ça l'année prochaine, ou peut-être si on les prend en série. Ça n'a jamais été fait en 29 ans parce que c'est pas facile à faire. Il y a de la nature humaine là-dedans avec des jeunes de 16 à 20 ans. Puis, comme je leur ai dit, ils se sont présentés à chaque match contre les Foreurs, prêts à faire la différence. Puis, ils ont accompli quelque chose d'historique dans cette rivalité-là. Puis, c'est quelque chose que personne ne va pouvoir leur enlever. Puis, on est extrêmement fiers d'eux. C'est dur sur le moral, mais regarde, on a enlevé notre goaler, on a eu des chances de marquer. On a, pour vrai, j'ai aimé. Puis, là, ils ont 8 avantages numériques. J'espère qu'ils ont 40 shots à soir sur 8 avantages numériques. Ils ont eu un 5 minutes qu'on a tué, en passant, qu'on a tué à 3 contre 5. Je suis vraiment... Je suis obligé de te dire, c'est rare là, que je vais dire qu'on est des malchanceux, mais à soir,
Elle est dure à digérer, puis je suis déçu en maudit parce qu'on a été vraiment bons. On sait qu'on peut jouer contre eux autres. Puis je vais être bien honnête avec toi, j'espère les pogner en play-off. Oh que l'invitation est lancée. Il reste 4 matchs à jouer au calendrier régulier, après quoi ce sera les séries éliminatoires pour les 2 équipes. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Et toujours au hockey, les Forestiers d'Amos, eux, sont officiellement éliminés des séries éliminatoires du M18-3A. La troupe de Jean-Daniel Charon a subi la défaite hier 3-1 face aux Estacades à Trois-Rivières, en quart de finale de la 2e série de repêchage. Milan Chartier aura été le seul marqueur pour Amos hier soir. En 50 matchs, toutes compétitions confondues cette saison, les Forestiers ont maintenu une fiche de 15 victoires, 25 défaites, plus 10 autres défaites en bris d'égalité. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, le temps se réchauffe de plus en plus. Ah oui, Kémélia, je sais qu'on peut avoir de la misère à y croire, mais on va frôler les 15 degrés en fin de semaine. On est sur le point de sortir les manteaux de printemps et de ranger ceux d'hiver dans le fond du garde-robe. Ça s'en vient bientôt, il faut rester courageux. Pour ce soir et cette nuit, ce qui nous attend en Abitibi, ce sera généralement nuageux avec 30 % de probabilité d'averse de neige ou de pluie. En soirée, avec un minimum de -9. Pour le Témiscamingue, ce sera nuageux avec un minimum de -4. Demain, en Abitibi, ce sera généralement nuageux avec peut-être un peu de pluie en après-midi à un maximum de 8 degrés. Pour le Témiscamingue, ce sera nuageux le matin avec un maximum de 9. Et en aperçu pour samedi, on aura de la pluie sur l'ensemble du territoire avec un maximum de 14 degrés. 14 degrés, c'est fou, on se croirait presque l'été. C'est une fin de semaine chaude et pluvieuse qui nous attend. Alors, il faut se préparer et je termine en vous disant que ce soir, il y aura une éclipse lunaire. Alors, pour les couche-tard qui veulent rester réveillés entre 2h et 3h du matin, vous pourrez apercevoir la Lune avec une teinte rougeâtre.